Merci beaucoup Sophie et bonjour à tous. Après les initiatives, les solutions, eh bien, il y a le passage à l'action. Alors comment aider les Français qui ont des idées, comment faire pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets? Eh bien, c'est tout l'enjeu de notre discussion à présent. Et pour nous aider à comprendre, pour nous éclairer, nous accueillons 3 personnes qui vont nous donner des exemples de leur travail au service de ces acteurs de solutions. On va parler des outils d'accompagnement de ces projets écologiques et sociaux, des outils d'accélération de cette économie que vous avez imaginé, que vous mettez en œuvre dans votre quotidien. Sophie Keller, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de Strasbourg et vous êtes animatrice de start-up de territoire. Vous êtes une spécialiste de l'économie sociale et solidaire et de ces entreprises qui ont permis de revivifier les territoires. Vous travaillez à la co-construction de solutions sur plus de 15 territoires. Vous nous expliquerez comment vous fonctionnez dans un petit instant et vous nous direz surtout quels sont les résultats que vous obtenez. Sébastien Devancé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Vous êtes directeur des clientèles institutionnelles à la Caisse d'épargne Île-de-France et vous venez de lancer le prêt à impact. C'est vraiment tout nouveau. Vous avez signé, je pense, le premier ce mois-ci. Vous nous allez nous dire aussi de quoi il s'agit dans un petit instant. Enfin, Yasmine Amraoui, bonjour. Bonjour. Et merci aussi d'être avec nous. Vous avez un parcours qui a toujours été tourné vers l'innovation sociale. Vous êtes passé par Babylone, par le réseau Entreprendre. Et vous êtes aujourd'hui partenaire d'un fonds d'investissement à vocation sociale, Impact Partner, et administratif également de French Impact. On va commencer par vous, Sophie Keller, avec Start-up de territoire. Vous allez nous expliquer votre démarche qui est vraiment originale, votre méthode. Vous vous basez sur l'intelligence collective, la mise en réseau dans les territoires pour imaginer des projets d'avenir et des projets qui sont porteurs de sens et d'emploi, évidemment. Vous êtes présent, on le disait, sur 15 territoires. Expliquez-nous un peu comment vous fonctionnez, puis surtout quelle est votre valeur ajoutée, finalement, par rapport à tous ces dispositifs qui existent déjà en France. Nous, on est vraiment convaincus qu'on a besoin de chacun de nous pour changer les choses là où on vit, mais très concrètement dans nos vies, et que c'est pas si facile de s'engager sur les rêves qui nous portent, sur les sujets qui nous indignent. Donc, dans Start-up de territoire, on organise des temps forts où chaque habitant peut venir avec ce qu'il a dans le cœur et il peut rencontrer d'autres personnes touchées par le même sujet, des sujets qui peuvent être sur la mobilité, sur l'économie circulaire, sur la solidarité, et inventer ensemble des solutions. Et à partir de ces solutions, on propose vraiment, avec les acteurs du territoire, un accompagnement pour rendre possible le développement de ces projets économiques qui vont vraiment changer les choses. Donc chacun peut devenir entrepreneur, si je vous suis bien. Voilà, alors on n'imagine pas forcément qu'on va devenir entrepreneur, mais chacun peut contribuer à l'échelle qu'il a envie avec le temps qu'il a et certaines deviennent entrepreneurs en effet. Donc aujourd'hui, c'est 15 territoires, plus d'une centaine de projets très variés. Par exemple, un projet concret, c'est Boma à Strasbourg qui a lancé une filière de réutilisation des déchets du bâtiment, un sujet énorme en termes d'impact environnemental. Et c'était à l'origine des jeunes femmes qui ne se connaissaient pas du tout, qui se sont rencontrées, qui ont entrepris ensemble grâce à la dynamique. Donc les rêves sont possibles quand on imagine le faire ensemble. Et ce sont des idées à la fois qui sont nouvelles, mais pas spécialement. Je crois qu'aussi vous allez vous inspirer de ce qui fonctionne dans d'autres territoires pour les appliquer ailleurs. Donc comme vous disiez, il y a vraiment des idées insolites qui émergent des ateliers de créativité, mais il y a aussi des solutions qui existent ailleurs et il ne faut pas réinventer la roue. Donc de territoire à territoire, on s'inspire. Donc c'est le cas par exemple de la consigne de verre qui s'essaime d'un territoire à un autre où on sait que c'est un besoin énorme, mais par exemple aussi des petites cantines qui a émergé à Lyon et qui peuvent se développer aujourd'hui à Strasbourg dans Start-up de territoire. Récemment, on fait l'OHOCA d'ailleurs, la fondatrice des petites cantines. Ouais. Alors, Reporters d'Espoir travaille évidemment à promouvoir ce journalisme de solutions dont on parle aujourd'hui toute la journée et aussi de la sensibilisation des médias à cette information qui donne envie d'agir. Vous-même, vous avez lancé une initiative de journalisme de solutions. Mais au niveau local, on a tellement besoin de diffuser ces solutions qui marchent pour que chacun se sente l'envie et que l'étincelle de l'engagement s'éveille. Et c'est vrai qu'avec des médias à Strasbourg, il y a toute une initiative qui s'est lancée, les défricheurs. Et plus largement, même dans Start-up de territoire, on essaye avec vous et d'autres de travailler à fond à la diffusion de ces solutions pour susciter l'engagement de chacun. Oui, on imagine effectivement, c'est fondamental de faire connaître aussi ce qui fonctionne. Alors l'idée, c'est important, mais il y a aussi le financement, les fonds qui permettent finalement de mettre ce projet en route, quelle que soit sa taille. Je me tourne vers vous, Yasmine Amraoui. Vous avez une longue expérience dans l'accompagnement de projets, allant du crowdfunding avec Babylone au mentorat, notamment en Seine-Saint-Denis. Vous êtes aujourd'hui chez Impact Partner, un fonds d'investissement à vocation sociale. Alors si ces mots à coller ensemble, il y a 10 ans, ça pouvait paraître un peu bizarre, aujourd'hui ça ne l'est plus du tout. Expliquez-nous un peu ce que vous faites et quels sont vos critères.
Donc, en effet, je suis associée chez Impact Partners. C'est un fonds d'investissement à vocation sociale, ce qui veut dire qu'on est convaincu qu'il faut conjuguer performance financière et sociale et que l'un ne va pas sans l'autre. Et que fondamentalement, pour arriver à être pérenne, on ne peut pas imaginer un instant ne pas être efficace et ne pas construire de modèle économique fort pour pouvoir avoir de l'impact, que ce soit sur la société, que ce soit environnemental à long terme. En réalité, comme vous le disiez, on était précurseur à une époque. Je pense que l'investissement de demain sera celui-là. On peut continuer à considérer que les externalités, que le reste n'est qu'externalité, on voit bien où ça nous mène. Donc, chez Impact Partners, on a différentes stratégies d'investissement. Donc, on gère différents types de fonds. Certains qui investissent dans des PME inclusives, qui ont un impact social, qui peut être sur l'économie circulaire, sur des sujets de santé, de formation, d'inclusion au sens large, et dans lesquels on va investir entre 1 et 10 millions d'euros, et puis chercher à leur permettre de changer d'échelle. Et puis, on a créé d'autres fonds, certains plus atypiques, comme par exemple les fonds création, qui viennent investir dans des commerces, uniquement dans des quartiers prioritaires et autour, avec cette idée de dire que l'investissement doit aussi servir ces territoires-là, et donc permettre aux créateurs d'entreprises locales qui n'ont pas les moyens de pouvoir monter son business, de pouvoir peut-être en faire d'autres, et surtout de recruter localement. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de la démarche de start-up de territoire, vous qui êtes habitué à examiner les dossiers? Je trouve qu'elle est très intéressante, et je pense qu'en effet, on est encore trop parisien, en tout cas dans le monde de l'investissement à impact, et que c'est essentiel que tous les territoires en fait se parlent, valorisent ce qu'ils font, aillent s'inspirer et surtout dupliquent les initiatives les plus innovantes. Alors, Start-up de territoire, ils sont dans 15 territoires, effectivement. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur les quartiers populaires. Vous avez notamment dirigé le réseau Entreprendre. Qu'est-ce qui manque le plus aux porteurs d'initiatives dans ces quartiers? Est-ce que c'est le mentorat? Est-ce que c'est le financement? Il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années dans les quartiers populaires. Il y a beaucoup d'initiatives. On en parlait juste avant l'émission. Alors, qu'est-ce qui manque le plus? Il manque certainement encore du mentorat et certainement encore de l'argent. Vous avez raison, il y a des choses qui ont été créées. Il n'y en a pas assez si on compare encore avec les grandes villes. Et moi, je pense qu'il manque le plus, c'est évidemment du réseau. On n'est pas égaux devant nos réseaux. Et le réseau, c'est aussi de l'information. Donc, savoir ce qui existe, ne pas se perdre dans cette chaîne de financement qui peut paraître un peu compliquée parfois en France, alors que beaucoup de choses sont faites en faveur de la création d'entreprises en France, par exemple. Et finalement, je dirais qu'on est encore malheureusement dans les quartiers beaucoup dans des cercles vicieux qui sont de l'exclusion et de l'autocensure. Oui. Et finalement, on tourne là-dessus. Donc, je vais pas vous cacher qu'il y a encore des phénomènes de discrimination et d'exclusion qui existent, qui sont forts. Et puis en face, il y a des phénomènes de rejet et d'autocensure qui font que parfois on se retrouve bloqué alors que les énergies sont là et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Alors, j'imagine que pour tous les trois, et on va en venir aussi à vous et à ce prêt impact qui est tout nouveau, l'évaluation de l'impact, c'est vraiment le nerf de la guerre aussi. Comment faites-vous pour évaluer justement l'impact de vos projets ? Alors, on a des fonds sur lesquels la mesure de l'impact, je dirais, est assez simple, dans le sens où, par exemple, quand on cible des territoires, on se dit que c'est le périmètre géographique qui va déterminer l'impact. Donc, si on investit dans des commerces qui sont dans tel quartier, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la création de ces entreprises, donc c'est quantitatif, et la création d'emplois locaux. Donc, on va tracer les emplois qui sont créés, locaux, qui est-ce qu'on embauche, etc. Donc là, le scope est plutôt sur de la création d'emplois locaux. Si je prends les autres fonds croissance, on va s'adapter beaucoup aux entreprises. Évidemment, on ne mesure pas l'impact d'une boîte qui recycle des matelas comme on mesure l'impact d'une entreprise qui crée des écoles Montessori dans les quartiers populaires. Ouais. Donc là, ce sera plus qualitatif et quantitatif, mais aussi ça se fera nécessairement en fonction des entreprises. Alors, vous avez donné l'exemple des petites cantines. Est-ce qu'il y a un exemple aussi que vous désirez donner, que vous aidez effectivement une entreprise que vous soutenez en ce moment ? J'en ai plein en tête. Je vous parlais de ces matelas-là. Par exemple, la problématique du recyclage des matelas. Qui s'est intéressé à ce sujet? Et en réalité, c'est un désastre écologique, ce truc-là. Quand on regarde, par exemple, des entreprises qui permettent d'améliorer la logistique de redistribution alimentaire et de la grande distribution pour les ONG.
Au final, il y a quelques années, on n'arrivait pas à redistribuer l'ensemble des données périssables, des denrées périssables, pardon. Aujourd'hui, on peut le faire grâce à des entreprises privées qui viennent travailler sur la chaîne de logistique alimentaire, etc. Et du coup, l'impact, il est énorme sur, je dirais, les populations qui en ont le plus besoin. Oui, tout peut aller très vite, effectivement. Alors, il y a une autre personne qui finance des projets sur ce plateau, un banquier en l'occurrence, c'est Sébastien Devancé. Vous êtes directeur donc, des clientèles institutionnelles à la Caisse d'épargne Île-de-France et vous avez lancé ce mois-ci donc, le prêt à impact. C'est tout nouveau, vous avez signé donc, le premier au mois d'octobre. Qui peut souscrire à ce prêt et surtout quels sont les critères ? Alors, agir pour les franciliens, c'est notre ADN. En tant que banque mutualiste et banque régionale, c'est ça notre ADN. Et le quotidien aujourd'hui des franciliens, l'une des principales problématiques, c'est l'immobilier. Sa rareté, bien sûr, mais aussi son besoin d'adaptation et son impact écologique. Juste un chiffre pour vous présenter un peu cet impact écologique. Il y a une récente étude qui est sortie et qui a démontré que le secteur du bâtiment, tout confondu, représente plus de 60% des émissions, de la consommation énergétique en Île-de-France. Donc c'est très important. C'est pour ça que le prêt à impact que nous venons de sortir s'adresse aux bailleurs sociaux et aux promoteurs immobiliers. Alors comment on peut avoir de l'impact sur leur projet ? Tout simplement avec une idée assez simple. C'est que la caisse d'épargne va bonifier le taux des clients dès lors qu'ils vont atteindre un indicateur extra-financier. Alors cet indicateur extra-financier, ils vont le choisir, nous allons le déterminer autour de 2 thématiques. Une première thématique qui est environnementale, avec des objectifs justement de réduction de la consommation d'énergie au-delà de la réglementation, bien sûr, et une seconde thématique sociale, parce que les bâtiments ont besoin d'être adaptés au vieillissement, adaptés à l'handicap, et puis adaptés aussi à tous les sujets d'inclusion. Donc sur ces 2 thématiques, les clients vont choisir et dès lors qu'ils auront atteint un objectif qu'on aura fixé ensemble, ils pourront bénéficier d'une rétrocession. Je vais vous donner un exemple. Effectivement, on est très heureux d'avoir signé le premier prêt à impact la semaine dernière pour le compte de la régie immobilière de la ville de Paris. Donc c'est un bailleur social qui a emprunté 25 millions sur une durée supérieure à 20 ans. Elle s'est fixé un objectif d'inclusion. Cet objectif, c'est d'allouer plus de 20% de ces logements annuellement à un public prioritaire. Dès que cet objectif est atteint, nous lui rétrocéderons 15 points de base. Alors, ça ne veut peut-être pas forcément dire grand-chose, mais 15 points de base sur la durée totale du prêt, ça représente 670 000 euros. Alors, oui, allez-y. Je vous en prie. Ouais. Non, juste, vous parliez de bonification à l'instant. Si l'objectif est atteint, il y a une partie de la bonification qui peut profiter à une tierce partie. Vous avez signé des conventions tripartites. Expliquez-nous un petit peu ça, parce que c'est vraiment ça qui est important. L'idée, en fait, c'était d'aller plus loin que cette simple action et d'être assez inclusif. Donc, en fait, il y a un engagement tripartite avec l'emprunteur de reverser tout ou partie de la bonification à une association qui agit sur le thème choisi par l'emprunteur. Donc c'est bien ça l'objectif. Dans le cas de RIVP, on a choisi la Fondation Abbé Pierre, qui pendant toute la durée du prêt, tous les ans, si l'objectif est atteint, touchera 50% de la bonification. Alors 50%, mais pas 100%. Non, pas 100%, parce que on veut être très incitatif. En fait, on veut vraiment promouvoir les démarches vertueuses de nos clients. Donc il nous paraît normal qu'une partie revienne à l'emprunteur. Yasmine Amraoui, qu'est-ce que vous pensez de ce prêt à impact ? C'est vrai que ça fait penser à des exemples aussi un peu à l'étranger, mais c'est aussi ce vers quoi on va finalement, ces prêts à impact ? Je ne peux qu'encourager ces démarches-là. Je veux dire, je trouve ça super. Je pense que c'est très important que les banques aillent plus vite, plus fort sur ces sujets-là. Et donc, allez-y, continuez, foncez. Et donc, vous avez co-construit aussi ce prêt impact. Ça ne vient pas uniquement de vous, c'est quelque chose que vous avez travaillé avec vos partenaires. C'est une idée, tout à fait. C'est une idée qui a été totalement nourrie. On l'a co-construit naturellement avec nos clients, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers. Ils ont exprimé leurs besoins, leurs ressentis. Et c'est avec eux qu'on a défini cette liste de critères. Donc, on a défini tout un panel de critères qu'ils peuvent choisir et qui leur correspond, qui correspond bien à leur ADN aussi. C'est une liste qui a été validée par une agence externe et indépendante qui s'appelle Vigeo, qui est spécialisée là-dedans. Et à chaque opération, en fait, on va calibrer l'objectif à atteindre sur l'indicateur retenu pour qu'il soit cohérent, qu'il soit ambitieux, mais qu'il soit aussi atteignable. Voilà. Alors, la suite, c'est quoi ? Là, vous me parliez effectivement du secteur immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vont aussi se lancer dans le prêt impact ? On travaille déjà sur la suite, bien sûr. Il y a énormément de secteurs qui ont besoin d'être soutenus. Je pense notamment au monde de l'économie sociale en général et notamment au monde de la santé.
de l'éducation. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et on est très pressé de pouvoir l'élargir. Alors Sophie Keller, vous avez 2 financiers en face de vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire là, ici sur ce plateau, pour accélérer justement la mise en œuvre de tous les projets que vous voyez passer dans tous les territoires? Nous, on trouve que c'est vraiment hyper important de faire le lien entre les citoyens qui s'engagent dans les territoires et les financiers. Comme vous le disiez, c'est pas si évident. Ça fait peur aussi, surtout quand on n'a jamais eu un lien avec un financeur. Donc nous, on a créé des cercles de confiance dans chacun de nos territoires. Et tous les 6 mois, les équipes projets se présentent aux financiers et partenaires. Donc moi, ma proposition, c'est de vous inviter dans les 15 territoires à venir avec rencontrer plaisir. Les porteurs de projets, parce que c'est ces liens de confiance qui continuent à donner l'énergie à tout le monde de s'engager, parce que ça rend possible les projets.